Donc je suis Éric Le Serre, je suis le rédacteur en chef d'un média, à la fois numérique et papier, une revue trimestrielle qui s'appelle Transition Énergie. Et j'interviens de temps à autre pour l'Institut des Libertés pour parler des questions de transition énergétique, de transition écologique et de climat. Et donc, mon invité, François Gervais, est parfaitement, on va dire, dans le type de sujet qui nous préoccupe, qui nous concerne. Donc je vous présente très brièvement. Donc François Gervais est un scientifique de renom, un physicien. Donc vous avez été directeur d'un laboratoire important du CNRS, vous êtes professeur émérite de l'Université de Tours, et vous avez été, et vous êtes peut-être encore, vous allez me le dire, on va dire un expert reviewer, comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui passe en revue les rapports du GIEC, en tout cas qui en a passé en revue un certain nombre. Donc, vous êtes un expert reconnu, y compris par les gens du GIEC, des questions climatiques et des questions d'atmosphère. Vous avez écrit plusieurs livres sur ce sujet, et c'est à l'occasion de la sortie, de la publication à la fin de l'année dernière, si je ne m'abuse, du dernier, qui s'appelle, de manière assez provocatrice, « Merci au CO2 », que nous... Pardon ? How dare you, comme dirait Greta Thunberg. Exactement. Que nous avons l'occasion de parler et de faire cette interview. La première question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que vous vous considérez, ce qui, dans le langage, on va dire, journalistique commun, et même pas seulement aujourd'hui, est infamant, comme un climato-sceptique ? Alors, je m'honore du terme sceptique. Sceptique ? J'allais dire par définition, mais c'est une de ses principales qualités. Un scientifique se doit d'être curieux, certes, c'est une grande qualité aussi, mais sceptique. Donc, j'ai pas compris pourquoi on détourne ce terme dont je m'honore d'être sceptique en ce sens-là. D'accord. Alors, je vais poser la question différemment. Vous constatez, d'ailleurs vous signalez dans votre livre, que, si j'ai bien compris, il y a un réchauffement climatique d'environ 1 degré Celsius au cours du dernier siècle, au cours des 100 dernières années. Est-ce que vous attribuez pour partie ce réchauffement aux activités humaines ? Et pour aller un peu plus loin dans la question, est-ce que vous considérez qu'on est entré dans ce qu'on appelle l'anthropocène, c'est-à-dire terme qui signifie en gros que l'évolution d'un certain nombre de choses sur cette planète est liée à l'activité humaine et au poids de l'activité humaine ? Dans mon précédent bouquin qui était sorti il y a un peu plus de 2 ans, dans le dernier chapitre, j'ai détourné le mot anthropocène pour anxiocène. Et je n'imaginais pas, avec la crise Covid que nous vivons, enfin, nous avons du mal à vivre actuellement, à quel point j'avais raison. Mais bon, donc, non, c'est plutôt... Alors, qu'il y ait une influence des activités humaines, c'est évident, puisque nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète. Donc, nous construisons des villes, nous développons l'agriculture pour nourrir les 7,7 milliards d'habitants de la planète. Donc, c'est évident qu'il y a une influence. Alors, sur l'aspect proprement climatique, alors déjà, climat, je veux dire, il y a, quand on dit 1 degré, il faut bien voir qu'entre le Roussillon et les Ardennes en France, il y a en moyenne 6 degrés d'écart, en moyenne, sur toutes saisons comprises à longueur d'année. Bon, donc, 1 degré, bon, cela dit, c'est vrai qu'on a l'habitude de définir le climat comme la température moyenne de la Terre sur une trentaine d'années. Sachant, si je peux vous interrompre, excusez-moi, que le degré en question, il y a des variations qui sont assez importantes. Si j'ai bien compris, peut-être qu'au pôle, les évolutions de température sont plus importantes qu'à l'équateur, etc. Donc c'est une moyenne également, le degré en question. Tout à fait, tout à fait. Il y a des endroits qui se sont refroidis. Et il y en a qui se sont réchauffés davantage, puisqu'on parle d'une moyenne. Alors cela dit, si on prend cette moyenne de 1 degré, on s'aperçoit que
0,6 degrés, 60% de ce réchauffement, est intervenu entre 1910 et 1945. Entre 1910 et 1945, les émissions n'étaient pas du tout, elles étaient à peu près 10 fois inférieures à ce qu'elles sont de nos jours. Je ne parle pas du confinement, bien sûr, qui a pu jouer un petit peu. Mais donc, ça veut dire qu'il y en a 40% depuis 1945 qui sont effectivement intervenus. Et c'est à ce moment-là que les émissions de CO2 ont commencé à accélérer. D'abord, il y a eu une phase où la température a légèrement baissé. Jusque dans les années 70, c'est ça? C'est ça. Et à ce moment-là, dans les médias de l'époque, il n'y avait pas Facebook, mais c'était tout le monde avait peur du refroidissement qui s'avançait. Ça n'a pas duré. Toujours est-il qu'on a plus 0,4 degrés depuis 1945. Alors, quelle est la part, effectivement, due à ce que l'on appelle improprement les gaz à effet de serre, parce qu'il n'y a pas de serre dans l'atmosphère. Hein. Non, mais c'est des gaz qui ont un effet de réchauffement, on va dire. Des gaz qui mettent une espèce de couvercle, on va dire, sur l'atmosphère. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, enfin, physiquement, le mot est impropre. Mais il correspond à une réalité. C'est-à-dire qu'il est vrai que toutes les molécules de l'air qui ont au moins 2 atomes différents, ce qui n'est pas le cas des principales, l'azote, l'oxygène ont 2 atomes qui sont les mêmes. Mais si on prend effectivement ceux qui ont 2 atomes différents, et je rappelle à ce propos que le principal, c'est la vapeur d'eau. Oui. Le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau. Et heureusement, car sinon, il ferait beaucoup plus froid aujourd'hui sur Terre. Donc, le principal, c'est la vapeur d'eau, en quantité, simplement en proportion, et en effet, d'ailleurs aussi. Et le second, c'est le dioxyde de carbone. Donc, il est vrai que les vibrations des atomes dans ces 2 molécules sont capables d'absorber le rayonnement électromagnétique, ou au contraire d'en émettre, et peuvent faire les 2. Donc, c'est vrai qu'il y a une influence. Alors, on peut essayer de la chiffrer à partir, justement, de l'observation de ces vibrations, ce qu'on appelle le spectre infrarouge. Le spectre infrarouge, ça n'a rien à voir avec un zombie, bien évidemment, mais c'est la continuation de l'arc-en-ciel jusque dans la partie infrarouge, au-delà du rouge. Et là, on mesure les vibrations des molécules en question. Voilà. Et ça, on voit très bien, ça se mesure avec des spectromètres envoyés dans des satellites à différentes altitudes. On sait mesurer cela. Alors, le critère que reprend le GIEC, c'est de dire si la concentration de CO2 doublait dans l'atmosphère, quel serait le réchauffement? Oui, parce que la question n'est pas tellement la situation actuelle, mais la tendance, on va dire, dans les prochaines décennies et d'ici la fin du siècle. D'accord. Alors, justement, si on remonte à 1910, jusqu'à aujourd'hui, donc un peu plus d'un siècle, on est passé de 0,03% de CO2 dans l'air à 0,04%. Alors, la comparaison qu'on peut donner, c'est, imaginons un stade, il y a 10 000 personnes. Enfin, ce n'est pas le cas en ce moment, mais ça va revenir, on espère. Hein. 10 000 personnes dans un stade, ça veut dire que les 3 personnes qui représentaient le CO2 il y a un siècle, il y en a maintenant 4, il y en a une de plus sur 10 000. C'est cette proportion-là qui a une influence. Hein. Ça a une influence, mais une influence qui est plus petite que les 0,4 degrés qu'on a observés depuis 1945. D'accord. Et la perspective, c'est est-ce qu'on va passer à 0,5, à 0,6? Parce qu'il y a une accélération. Vous parliez de la démographie tout à l'heure. Donc nous sommes 7,7 milliards d'habitants sur Terre aujourd'hui. Les évaluations sont qu'on approchera les 9-10 milliards, ça dépend effectivement de la natalité dans un certain nombre de régions du monde, et notamment en Afrique, mais on va dire 9-10 milliards d'ici la fin du siècle. Et par ailleurs, vous avez un développement matériel assez important d'un grand nombre de populations en Asie, en Amérique latine, également en Afrique. Et il y a une corrélation quand même assez grande, même très forte, entre la consommation d'énergie et le développement économique. Et si vous consommez des énergies fossiles, l'augmentation des émissions de CO2 va se poursuivre. Donc, mais vous savez ça mieux que moi, mais toute la démarche du GIEC et des gens qui suivent le GIEC, c'est de dire il faut absolument qu'on casse cette évolution parce que à un moment, le CO2 reste très longtemps
des décennies et même des siècles dans l'atmosphère. Alors, je vais vous laisser la parole tout de suite pour rectifier éventuellement ça. Et ça veut dire qu'on est parti pour avoir cet effet de serre, même s'il est impropre, pour très longtemps. Quelle est votre réponse à cette façon de voir les choses? Vous avez entièrement raison. Avec cette nuance que quand on regarde les principaux émetteurs, le tout premier, c'est la Chine. Deuxième, c'est les USA. Troisième, c'est l'Inde. Quatrième, la Russie. Cinquième, le Japon. Sixième, l'Iran. Bon, autrement dit, la France, elle est loin derrière, mais même si elle est pleine de bonne volonté, bien sûr. La question n'est pas entre les mains de la France, ni même des Européens, hein. C'est très clair. Ce qu'elle fait ou ce qu'elle fait pas, ça changera rien. Donc, c'est donc ces pays-là. Alors la Chine affiche que actuellement elle continue à construire une centrale au charbon chaque semaine, mais elle dit oui, mais à partir de 2030 on va commencer à stabiliser et puis peut-être qu'en 2060 on ira vers un zéro carbone. Bon, ils peuvent toujours le dire, hein. C'est pas ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Même s'il faut bien reconnaître que ce sont les champions du solaire et de l'éolien. Absolument, et même du nucléaire, qui émet peu de CO2, puisqu'ils sont en train de construire des dizaines de centrales nucléaires. Enfin, des dizaines de réacteurs nucléaires. On va dire qu'ils ont la sagesse de faire un mixte énergétique et de finalement jouer sur ce mixte énergétique, ce qui me semble plein de bon sens. Bon, en tout cas, si on veut changer les choses, c'est d'abord ces pays-là qui doivent faire quelque chose. Nous, ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, c'est instantanément gommé ou contrarié par ce que font les autres, y compris l'Inde. Alors, par habitant, c'est pas beaucoup les émissions de l'Inde, mais il n'empêche, c'est eux qui sont les maîtres du jeu. C'est pas nous. Mais la raison avancée pour expliquer le fait que on veuille donner l'exemple, ou en tout cas mettre en place, on va dire, une dynamique dans ce sens-là qui soit, si possible, planétaire, c'est que finalement, nous sommes de vieux pays développés, et ça veut dire qu'historiquement, nous sommes les premiers à avoir commencé à émettre du CO2, notamment en quantité, et qu'on doit donner l'exemple avant, parce que nous le faisons depuis des décennies, voire, on va dire, un siècle et demi, 2 siècles, même si c'est dans des proportions faibles, puisque la révolution industrielle, elle est venue de chez nous. Et donc, il s'agit, en gros, pour l'Europe, les Européens et les pays occidentaux, de donner l'exemple, de montrer l'exemple, et de permettre aux autres pays, une fois qu'ils ont atteint un certain niveau de développement, de nous suivre. Il y a cette notion-là. Tout à fait. Mais donner l'exemple, ça me rappelle la religion catholique dans laquelle j'ai été élevé. Faut donner le bon exemple. Oui, d'accord. Bon, cela dit, je me fais l'avocat du diable, hein, j'essaye de... À l'heure actuelle, il y a presque 90% de l'énergie qui est utilisée par l'ensemble de la planète, qui est d'origine fossile, donc charbon, pétrole, gaz naturel, gaz de schiste. Presque 90%. Si on ne veut plus faire ça, alors là, maintenant, on ne va pas se poser la question qui pourrait faire. C'est notre histoire. Comment on pourrait faire ? Comment on pourrait faire ? Autrement dit, est-ce que on peut, comme ça, d'un claquement de doigts, passer des énergies fossiles à du tout électrique, puisque aujourd'hui, c'est à peu près, que ce soit nucléaire, hydroélectrique, intermittent, c'est toujours électrique. Même ce qu'on appelle la voiture à hydrogène, c'est de l'électrique. On est bien d'accord. C'est pareil, tout ça, c'est électrique. Alors, est-ce qu'on peut passer à du tout électrique dans ces conditions? Et de l'électricité qui n'est pas fabriquée avec des énergies fossiles, parce qu'aujourd'hui, la majeure partie de l'électricité, elle est fabriquée dans le monde, hein, avec des centrales à charbon et des centrales à gaz. Hein. Tout à fait. Et puis globalement, dans l'ensemble de la production énergétique mondiale, le nucléaire n'intervient que pour 4%. Hein. Et 10% de l'électricité, absolument. Alors là, il y a un calcul qui a été fait par un de mes collègues, le professeur Roger Pilk, américain, qui a dit, bon ben voilà, si on veut décarboner d'ici 2050, on a actuellement, en 2019, juste avant les différents confinements, on produisait 11 000 milliards de tonnes équivalent pétrole.
si d'ici 2050, il y a 11 000 jours qui nous séparent de 2050. Donc, il faudrait chaque jour remplacer, pardon, j'ai dit milliards, à tort, c'est millions, remplacer 1 million de tonnes équivalent pétrole par de l'électrique. Oui, c'est ça, c'est 10-11 milliards de tonnes d'équivalent pétrole. Pas 10 000, mais 10-11 milliards de tonnes d'équivalent pétrole, absolument. Donc, oui, pour un par jour, donc ça fait 1 million par jour. 1 million de tonnes par jour. Équivalent pétrole par jour. Alors, 1 million de tonnes équivalent pétrole, ça peut être une centrale nucléaire, effectivement. Chaque jour. Ou alors, je crois me souvenir, 11 500 éoliennes de 2,5 mégawatts. Chaque jour. Alors, la question qui se pose immédiatement, c'est qu'est-ce qu'il faudrait comme ressources, ne serait-ce que minérales, pour faire une telle transformation? Alors, quand on commence à faire les calculs, il y a des gens qui les ont fait, au CEA, etc., ils ont fait les calculs, et ça devient effarant. On ferait un pillage de la planète très au-delà de ce que les ressources fossiles, on se place dans une perspective où on ne va pas augmenter, mais plutôt lentement diminuer dans le cadre d'un mix énergétique. C'est ça qui serait raisonnable. Mais sinon, tout remplacer d'ici 2050, ça serait un pillage de la planète dont les effets, les nuisances seraient bien pires que tout ce qu'on peut constater aujourd'hui. Alors, pour répondre à ça, il y a deux choses. La première, c'est que dans l'histoire, les transitions énergétiques qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, en fait, se font sur des périodes bien plus longues que 20 ans, 30 ans. Que l'échelle aujourd'hui de la transformation à faire est encore bien plus grande que ce qu'elle a été dans le passé, puisqu'on est à 10, 11 milliards de tonnes à remplacer. Effectivement, ça ne se remplace pas du jour au lendemain. Il y a aussi d'autres arguments qui sont qu'on peut améliorer et grandement l'efficacité énergétique. C'est-à-dire qu'on peut arriver au même résultat en consommant quand même beaucoup moins. Ce qui est aussi une piste. L'efficacité énergétique, oui. Ça, c'est certainement la bonne façon d'aborder la question. Ça, nous sommes complètement d'accord. Cela dit, bon, on ne gagne pas. Si, il y a un exemple en termes d'efficacité énergétique que j'aime bien prendre. Quand j'ai commencé, il y a longtemps, ma thèse de doctorat d'État, j'allais faire des calculs au CIRC, à côté d'Orsay. Il y avait un grand ordinateur, on y allait avec des paquets de cartes à l'époque, et puis on faisait nos calculs. Aujourd'hui, évidemment, quand on prend n'importe quel smartphone, il a une puissance de calcul très supérieure à ces énormes ordinateurs de l'époque pour une consommation énergétique ridicule. Donc là, il y a une manifestation d'efficacité énergétique extraordinaire. Alors, c'est pas pareil dans tous les domaines, mais c'est vrai que l'efficacité énergétique est certainement le point le plus important à développer. Et on peut même le constater dans un domaine, alors c'est moins impressionnant, mais dans un domaine qui est assez décrié ou assez dénoncé, qui est celui tout simplement de l'automobile. La consommation des automobiles à l'époque où vous mettiez des cartes dans vos ordinateurs et des automobiles aujourd'hui, elle a été diminuée par 3. On peut à peu près dire ça quand même. Donc, de la même façon, il y a les pompes à chaleur qui permettent, avec une même quantité d'énergie, d'avoir la même efficacité en consommant beaucoup moins d'énergie. Donc, il y a plein de choses comme ça qu'on met sous le vocable efficacité énergétique, mais l'efficacité énergétique augmente déjà aujourd'hui. Enfin, je veux dire, l'important, c'est l'innovation pour continuer. Avant de passer, parce que je voudrais quand même passer au cœur de votre sujet qui est le CO2, et merci au CO2, en tout cas au cœur de votre livre, juste aller un tout petit peu plus loin dans la question de la transition énergétique. Donc, il y a un autre aspect aussi qui explique, entre guillemets, la nécessité de le faire, en tout cas pour ceux qui sont partisans de le faire et ceux qui veulent le faire, qui est tout simplement, entre guillemets, l'épuisement des ressources. Alors certes, il existe encore, et il en existe des ressources importantes de charbon, de gaz et de pétrole, mais par définition, elles sont tout de même limitées. Et puis, plus on va en chercher, plus on épuise des ressources facilement disponibles, plus ça coûte cher et plus c'est compliqué à faire. Donc, est-ce que ça vous semble aussi un bon argument pour aller dans ce sens-là ?
c'est certainement un argument. Cela dit, au rythme de consommation de 2019, les ressources connues représentent 100 fois la consommation annuelle de 2019. Donc, je veux dire, on a le temps de faire les choses bien. Hein, on n'est pas obligé de se précipiter à faire des choses prématurées. Il faut bien réfléchir. La recherche, bien sûr, va avancer d'ici là. On trouvera certainement un certain nombre de choses qui nous permettront d'aller dans ce sens-là. Mais bien évidemment, vous avez raison, c'est un argument. Mais pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac. Alors, on va en venir au CO2, puis après, je vous poserai une question un peu plus politique qui est comment vous comprenez, on va dire, le mouvement qui semble presque inarrêtable dans l'opinion, dans les médias, du côté des différents gouvernements, en tout cas dans les pays occidentaux et dans les pays développés, qui pousse vers une accélération de cette transition et qui pousse, on va dire, à croire au scénario, entre guillemets, apocalyptique et d'urgence climatique. Ça, c'est un de vos sujets. On va peut-être je voudrais juste vous poser une question sur le CO2. Il y a une incompréhension quand même assez générale dans l'opinion toujours de ce qu'est le CO2, donc le dioxyde de carbone, qui est considéré comme un polluant, et on va dire c'est quelque chose que vous rectifiez, c'est-à-dire que autant il y a des polluants atmosphériques, quand vous faites fonctionner un moteur à essence ou un moteur diesel, et quand vous roulez avec une voiture, donc vous émettez des particules fines qui, quand on les respire, font pas du bien aux poumons, ou vous émettez des dioxydes d'azote, des choses comme ça, qui aussi sont pas quelque chose de, on va dire, de bénéfique pour la santé des populations. Le CO2, et le monoxyde de carbone. Et du monoxyde de carbone. Et le monoxyde de carbone. Je rappelle que c'était un vrai problème, le monoxyde de carbone, dans les années 1950, et qu'on a résolu le problème en mettant des pots d'échappement catalytiques pour éviter les émanations de monoxyde de carbone, qui lui, alors pour le coup, est un poison. Exactement, et qui peut tuer si vous en respirez de manière avec un système de chauffage ou même avec le moteur d'une voiture. Si vous êtes enfermé dans une pièce et vous en avez une proportion importante, eh ben vous en mourrez. Tout à fait. Pour en revenir au CO2, expliquez-nous la différence par rapport aux polluants dont on vient de parler. Bah d'abord, c'est un gaz inodore, incolore. Et c'est pour ça qu'il fait peur, hein. Ce qu'on ne voit pas fait peur. Je ne sais pas si vous avez remarqué que en ce moment, tous les gens qu'on croise, ils ont un masque. Et nous en portons aussi, vous et moi. Bon, quand on est dehors, bien sûr. Absolument. Ce masque retient une partie de ce qu'on expire. Nous inspirons de l'oxygène, nous expirons du dioxyde de carbone. Dans notre haleine, en sortie de notre bouche, il y a au moins 25 fois plus de CO2 que dans l'air extérieur. 25 fois plus. Donc, avec ce masque, nous réinspirons une partie du dioxyde de carbone. Vous avez là une démonstration en temps réel de tous les gens masqués, comme quoi il n'y a pas de toxicité avérée. Et alors, ce que vous expliquez aussi, c'est que il y a évidemment des bienfaits au CO2, et alors après, et on ne parle pas du réchauffement, mais il y a des bienfaits, on va dire, pour le fonctionnement de la vie sur Terre, pour la vie sur Terre, que la vie sur Terre n'existerait pas tout simplement sans CO2, et que, on va dire, c'est en partie un carburant pour tout ce qui est plantes. C'est la nourriture indispensable et irremplaçable des plantes. En dessous de 0,015% de CO2 dans l'air, effectivement, la vie s'éteint, ça s'arrête. Et on n'en est pas si loin. On n'en est pas si loin. On a observé un lent déclin du taux. C'est lent, hein, ça se chiffre en millions d'années. Hein. C'est un lent déclin du taux de CO2, mais on arrive là, à l'heure actuelle, à un chiffre, on est guère au double de. Donc, rajouter 0,01% qu'on a fait jusqu'à présent, je dirais à la limite que c'est une sécurité. Et de fait, on constate un verdissement de la planète de plusieurs façons. Les mesures par satellite, on a maintenant plus de 30 ans de recul par les mesures de l'imagerie de la Terre. Et puis, on compare maintenant, ça a été publié par des chercheurs spécialistes de ces questions, ils ont observé l'équivalent d'un verdissement de la Terre comme
Ils ont dit c'est l'équivalent d'un 6e continent vert de 18 millions de kilomètres carrés. Ça fait quand même 33 fois la superficie de la France métropolitaine. Une autre façon de le vérifier. Tous les ans, c'est saisonnier, le taux de CO2 au printemps et en été chute dans l'air. Il remonte à l'automne et en hiver. Ce que vous voulez dire, c'est que les plantes en absorbent une grande partie à l'été et au printemps. Voilà. Enfin, les plantes, les arbres notamment, évidemment. Voilà. Donc, on voit le taux de CO2 chuter dans l'air. Alors, ça s'observe dans l'hémisphère nord parce qu'il y a plus de végétation dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud. Donc, l'observation est calée sur les saisons de l'hémisphère nord. Mais ça marche aussi dans l'hémisphère sud, bien sûr. Et donc, on s'aperçoit que cette amplitude, cette chute saisonnière, quand on regarde, maintenant, on a des mesures qui ont été faites par spectrométrie infrarouge, d'ailleurs, depuis longtemps, et on s'aperçoit que, alors, autour de l'Antarctique, l'amplitude de cette oscillation est excessivement faible. Et c'est normal, il n'y a pas de végétation. C'est logique. En revanche, quand on regarde dans les régions, enfin, ça a été mesuré par exemple à La Jolla en Californie, là, on s'aperçoit que l'amplitude de cette chute augmente depuis plusieurs années. Ça veut dire qu'on part de plus haut et on descend plus bas. Ouais. Enfin, l'amplitude des deux, entre le haut et le bas, ça a augmenté ces dernières années. Et ça a augmenté plus vite que le taux de CO2 dans l'air. Ce qui va dans le sens d'indiquer que la végétation manquait de CO2 et comme il y en a davantage, elle se précipite dessus. Troisième façon de le vérifier, c'est de faire des mesures alors dans des endroits fermés. On regarde pousser les plantes en fonction du taux de CO2 et on s'aperçoit que 300 parties par million, 0,03% de CO2 supplémentaire, a une influence sur la grande majorité des plantes, en particulier les plantes nutritives. C'est là que c'est important. En particulier les plantes, y compris les céréales. Le bénéfice pour le riz, par exemple, a été chiffré à 500 milliards d'euros, quand même. Et pour l'ensemble des plantes nutritives, quand on cumule plante par plante, pour 45 plantes qui assurent 95% de la nourriture mondiale, on trouve un bénéfice de l'équivalent de 3 000 milliards d'euros sur une trentaine d'années. C'est pas rien. Et ça continue. Et ça continue. Donc c'est pour ça, ça justifie peut-être le titre « Merci au CO2 ». Mais alors, si ce que vous dites est avéré sur le plan scientifique, et loin de moi l'idée d'en douter, comment se fait-il que, c'était la question que j'avais commencé à vous poser il y a quelques instants, comment se fait-il que le sentiment général, dans les institutions internationales, dans la plupart des pays, et plus particulièrement les pays occidentaux, et plus particulièrement en Europe, et à l'urgence climatique, et à la nécessité très vite de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et d'éviter un dérèglement, entre guillemets, trop important du climat, et de commencer surtout par agir sur le CO2. C'est-à-dire qu'il y a un gouffre entre ce que vous êtes en train de nous dire et ce qui est en train de se passer, et la façon dont une majorité de la population comprend, et de l'opinion, comprend ce qui est en train les enjeux et ce qui est en train de se passer. Et ce gouffre semble presque impossible à combler, si je peux me permettre aujourd'hui. Mais comment vous expliquez cette distance et cette différence ? Par deux choses. Un, il y a eu un amalgame, et ça vous l'avez souligné plusieurs fois dans votre propos, il y a un amalgame, pollution, etc. Ça n'a rien à voir, mais il y a eu un amalgame de fait, et il y a eu, je pense, une erreur de casting. Une erreur de casting, l'écologie, enfin, les politiques écologiques, l'écologie, c'est la science de l'environnement. Je trouve, en tant que scientifique, un peu surprenant qu'on ait récupéré cette science de l'environnement dans l'intitulé de parti politique. Je ne vois vraiment pas le rapport. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. En tant que scientifique, personnellement, ça me choque. Je veux dire, on ne fait pas un ministère de la physique, un ministère de la chimie, un ministère de la biologie. Hein. Pourquoi il y a un ministère de l'écologie ? Bon, c'est l'idée de... Si je peux me permettre, tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de gens qui considèrent que, entre guillemets, la protection de l'environnement est on va dire, une mission politique. Je ferme la parenthèse. Alors que la recherche physique l'est peut-être pas, voilà.
Mais cela dit, un ministère de la physique, ça serait pas mal parce que ça éviterait toute l'indigence de la culture scientifique qui amène justement, enfin, qui est le constat qui répond à votre question. Je me rappelle très bien, on a tous appris à l'école que le CO2 était la nourriture des plantes. Pourquoi on l'a perdu de vue maintenant? Dans l'esprit de tous ceux qui s'expriment en ce sens, ça devrait être présent à l'esprit de tout le monde. Donc là, je crains que, dans le souci tout à fait légitime de préservation de l'environnement, de s'intéresser à ne pas dégrader davantage les choses qui sont liées à un certain gigantisme de la population sur Terre. Bon, qu'on fasse des choses, bien sûr. Mais là, je pense qu'on a pris un mauvais prétexte. On a pris un très mauvais prétexte. Parce que, on disait tout à l'heure, le CO2, c'est 0,04% de la composition de l'atmosphère. C'est un fait. Alors, cela dit, si on passe de ce petit pourcentage au tonnage, ça représente tout de même 3200 milliards de tonnes. Donc, attention, c'est le même chiffre. Simplement, un, c'est en pourcentage, l'autre, c'est en tonnage. Donc, si on voulait utiliser le critère qui est celui du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, vous aviez raison de dire que j'en ai été relecteur critique, non seulement du rapport AR5, mais également là, du rapport AR6, celui qui va sortir cet été. D'accord, donc vous continuez à être un relecteur désigné des rapports du GIEC. Je suis toujours accrédité par le GIEC comme relecteur. En dépit de ce que vous écrivez. Tout à fait. Non, mais je souligne que j'ai aussi publié en anglais dans des revues internationales de nombreux articles sur le sujet, puisqu'il faut quand même montrer patte blanche pour être relecteur critique et annoncer des publications qu'on a faites. Bon, donc c'est le cas. Et pour le critère qui est retenu, c'est le plus simple, c'est pour ça que j'en parle, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des modèles de climat très compliqués calculés par d'énormes ordinateurs sur des temps de calcul épouvantables. Non, un critère très simple. Le critère, c'est quelle serait l'augmentation de la température de la Terre si cette proportion doublait dans l'atmosphère. C'est-à-dire si on passait à 0,08. Ça s'appelle la sensibilité climatique. Ça doublait, de combien augmenterait la température de la Terre. Oui, sachant que si je peux me permettre, il faut expliquer, et vous le faites bien, enfin vous le ferez bien mieux que moi, que on va dire la corrélation n'est pas linéaire. C'est-à-dire que 0,08, c'est pas le doublement de 0,04, c'est tout le problème. Si je peux me permettre. Elle est logarithmique. Je ne sais pas si je suis clair. Vous avez raison, elle est logarithmique. Mais voilà. Pour un petit, disons, comme si on regarde les chiffres, si on continue à émettre comme on émet, ça doublera dans 200 ans. Donc, sur quelques années, puisqu'on dit c'est tout de suite qu'il faut faire quelque chose, bon, là, on va faire l'approximation entre le logarithme et la loi linéaire. Bon. Donc, si on reprend les chiffres du GIEC, dans le dernier rapport, ce n'est pas très différent dans celui-là, au moment où on doublerait, l'élévation de température de la Terre se situerait entre 1 et 2,5 degrés. Par rapport à aujourd'hui? Oui, par rapport à aujourd'hui, si on doublait dans le futur. Donc c'est l'évaluation moyenne, on va dire, 1 et 2,5. Alors, d'abord, c'est une évaluation qui présente une grande incertitude, parce que 1 et 2,5, oui. C'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est ce qu'ils écrivent, et ils disent qu'ils ont une grande confiance dans cette fourchette. High confidence, comme ils disent, grande confiance dans cette fourchette. Alors, deuxième chiffre qu'on peut donner, c'est la meilleure évaluation dans la fourchette. Alors, dans le futur rapport qui va sortir, c'est 1,68. Si on doublait le taux de CO2 dans l'air, nous dira-t-il quand ça va sortir, mais je déflore, puisque je l'ai lu, ça serait 1,68. C'est-à-dire que vous êtes en train de dire que dans 200 ans, l'augmentation de la température serait de 1,68. Oui. Oui. Ce qui ne correspond en rien à tous les scénarios catastrophes qu'on entend. En rien. Absolument, parce que les scénarios catastrophes, là, je fais le calcul sur on continue comme on fait aujourd'hui. Hein. Si on se mettait à accélérer dans des proportions phénoménales, ça serait plus vrai.
Mais ce n'est pas la tendance actuelle, et comme vous le disiez très justement, de toute façon, les ressources fossiles, à force de les utiliser, il y en aura moins, donc il y a peu de chances qu'on se mette à accélérer. Mais c'est un des scénarios du GIEC. Alors évidemment, avec des scénarios d'accélération, ils peuvent faire des... Là, je prends quelque chose de raisonnable. Je dis, au rythme auquel on va actuellement, on augmente de 0,5% par an, donc 2 siècles à peu près pour doubler, et si on doublait, il y aurait plus 1,65 degrés. Cela dit, dans 2 siècles, on aura tellement diminué, je ne pense pas qu'on atteindra des chiffres pareils. Donc, j'allais dire, il ne faut pas s'affoler. Oui, et ce qu'il y a de fou en fait, c'est que, ce qu'il y a de tout à fait incroyable, c'est que, on va dire, l'origine de ce grand mouvement de transition et de compréhension par l'opinion et les gouvernements et les institutions internationales d'une urgence, ce sont les rapports du GIEC. Donc ça veut dire que ces rapports sont mal lus, mal compris. Personne ne l'a lu, le rapport du GIEC. D'abord, c'est illisible. Je suis bien placé pour le savoir. C'est illisible. Donc, ils lisent au mieux que le résumé à l'attention des décideurs. Mais le résumé à l'attention des décideurs, c'est un texte sur lequel ils s'accordent avec les représentants de tous les pays. Donc, en fait, c'est le résumé, je dirais, par les décideurs, en fait. Donc, c'est un petit peu particulier. C'est pas le cœur du rapport scientifique. Ça m'a toujours gêné, les écarts qu'il y a entre ce fameux résumé et le rapport lui-même, alors qui est effectivement très difficile à lire, mais bon, quand on a l'habitude de faire de la science, c'est pas un problème, évidemment. Et je vais finir sur une question qui est comment votre position est comprise, perçue par vos collègues scientifiques, vos collègues physiciens qui travaillent sur les questions de l'atmosphère et du climat. Est-ce que vous êtes ostracisés ou finalement vous êtes dans le débat comme le GIEC a l'air finalement de le considérer? Parce que je pense que dans les médias classiques, vous devez avoir, si je peux me permettre mainstream, vous devez avoir du mal à passer telles que sont vos thèses. Dans le milieu scientifique, pas vraiment. Je distinguerai 3 groupes, on va dire. Il y a d'abord ceux qui font les observations du climat, qui mesurent les banquises, qui mesurent le niveau des océans, qui mesurent les températures, qui font le spectre infrarouge du CO2 atmosphérique. Il n'y a aucun problème, dès lors qu'on est dans l'ordre de la mesure, mais ce n'est pas les mesures qui annoncent des conséquences catastrophiques. Non, ce sont les modèles construits à partir de ces mesures et les évolutions de ces mesures. Oui, les océans montent de 1, quelque chose millimètres par an. Bon, c'est pas d'ici 2050, ça fera 3 cm. C'est pas franchement une catastrophe. On sait très bien, c'est une petite vaguelette, c'est beaucoup moins que les marées. On saurait parfaitement s'en préserver. Enfin, c'est pas un problème, ça en soi. Les glaces, de la même façon. C'est vrai que l'Antarctique a perdu un peu de glace, mais il a retrouvé l'extension qu'on observait en 1945, rappelez-vous tout à l'heure. Non, ça veut dire, excusez-moi, juste pour comprendre, ça veut dire que l'épaisseur de la glace a diminué en Antarctique, mais pas son aire géographique, c'est ça? Non, on n'avait pas l'épaisseur tellement dans les années 1945, on ne savait pas encore tellement le mesurer. Encore qu'il y a eu un sous-marin qui a réussi à percer la glace et qui est au pôle Nord. Bon, mais on a peu de données. Ça, c'est l'Arctique. Maintenant, on mesure, c'est surtout sur l'extension sur laquelle on a des données plus anciennes. Eh bien, on retrouve en ce moment, au minimum estival, c'est-à-dire vers le mois de septembre, on retrouve à peu près l'extension qui a été observée dans les années 1945. Et ça, c'est pour l'Antarctique ou pour l'Arctique? Là, c'est l'Arctique. L'Arctique, d'accord. Là, c'est l'Arctique. Mais en Antarctique, depuis qu'on mesure la superficie de glace de mer, de banquise, la superficie moyenne de banquise antarctique a augmenté depuis presque 40 ans, quand la mesure proprement, a augmenté de 11 300 km² par an en moyenne. Étendue de banquise antarctique. Et comme l'Antarctique, c'est quand même le plus grand glacier du monde, et de très loin, s'il doit y avoir un effet du CO2, c'est d'abord là qu'il faut regarder.
Alors, ce qu'on constate, c'est pas exactement ça. Alors, petite anecdote, puisque on parlait du GIEC, donc il montrait j'ai vu les brouillons du rapport, j'ai pas vu le rapport final. Bon, il y a un premier brouillon sur lequel on envoie des commentaires, puis un deuxième brouillon sur lequel on envoie des commentaires, et dans ces brouillons, pour l'instant, ils montraient l'évolution de la banquise arctique, mais pas l'évolution de la banquise antarctique. J'ai dit, mais pourquoi ? Pourquoi vous montrez un et pas l'autre ? Parce que les modèles de climat, et donc ça c'est la deuxième catégorie, il y a ceux qui font les observations. Et ceux qui font des modèles. Qui font les modèles. Et toutes les conclusions sont basées sur les projections des modèles. Et c'est là qu'il y a une vraie question qui se pose, parce que justement nous sommes un certain nombre de scientifiques, plus de 900 au dernier pointage, qui avons signé de 34 pays du monde. Hein. Donc, c'est varié. Hein. Il y a des physiciens, mais il y a des spécialistes de l'environnement également. On a signé une déclaration qu'on a envoyée au secrétaire général des Nations Unies et à la présidente de l'Union européenne pour dire, mais attendez, il n'y a pas d'urgence climatique. There is no climate emergency. Il suffit de faire Clintel, CLINTEL, pour climateintelligence.org, et vous verrez tous les pays par pays, tous ceux qui ont signé. Donc, il y a les constructeurs de modèles avec lesquels on va dire vous n'êtes pas d'accord, mais il y a 900 scientifiques. Et puis vous me disiez, il y a une troisième catégorie finalement. Parce que vous me parliez de trois catégories. Ceux qui font les observations, ceux qui font les modèles. Et ceux qui sont critiques vis-à-vis des conclusions des modèles, pas des observations, mais des conclusions des modèles, c'est ceux qui ont signé cette déclaration, clintel.org. Et nous sommes plus de 900 maintenant, d'une trentaine de pays. Et en France, je suis en très bonne compagnie avec un membre de l'Académie des sciences, ancien directeur de l'Institut de physique du Globe, le patron patron au CNRS qui a créé mon laboratoire, qui était Jean-Claude Bernier, donc qui était le directeur des départements chimie, des sciences chimiques au CNRS, il est aussi signataire. Donc il y a un certain nombre de personnalités comme ça, plusieurs collègues anciens directeurs de laboratoire, qui sont signataires de cette déclaration pour dire, mais attendez, restons raisonnables. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Développer une efficacité énergétique, là on est tous d'accord. Ou développer éventuels substituts aux carburants fossiles, peu à peu pour les remplacer. Il y aura encore des innovations, bien sûr. D'accord. Et donc finalement, juste dernière question, vous croyez que le destin de ceux qui nous promettent l'apocalypse sera le même que, on va dire, le Club de Rome au début des années 70, qui nous a annoncé également la catastrophe à venir? Alors, là, c'est une question qui échappe à ma compétence de physicien. J'en conviendrai. Alors après, selon qu'on est optimiste ou pessimiste, effectivement, on peut imaginer beaucoup de choses. Hein. Parce qu'il y a tout de même une chose qu'on peut rappeler, c'est que les confinements successifs de l'année 2020. Oui. Qui sont une expérience en grandeur réelle très très intéressante, unique. Oui. N'ont absolument rien changé à l'évolution du taux de CO2 dans l'atmosphère. On est sur exactement la même croissance, car c'est une croissance, effectivement, bien sûr, pas une grosse croissance, hein, c'est 0,0002% par an. Ce n'est pas non plus une proportion de l'air considérable, mais il y a une croissance qui va amener au bout de 200 ans 200 fois 0,5%, oui, on va arriver à 2, mais je ne suis pas sûr qu'on l'atteindra parce que d'une part, on aura été raisonnable et on va arrêter aussi, je pense, de gaspiller les ressources fossiles, parce qu'il y avait aussi un peu de ça, pour les économiser, comme vous le disiez, dans le cas de la voiture, qui, à poids égal, puissance égale, consomme beaucoup moins aujourd'hui que dans les années 1950. Donc, c'est vrai. Donc, en fait, on diminue déjà. On va continuer, je pense, à diminuer. Alors, cela dit, dans les pays développés, c'est vrai. Cela dit, on ne peut pas non plus priver les pays en développement, essentiellement les pays d'Afrique et d'Asie, de se développer en augmentant leurs émissions. L'Inde augmente dans des proportions très importantes. C'est toute la question, c'est tout. Ils en empêcher. Exactement. Moralement, c'est absolument impossible. Absolument. Et comme l'Union européenne ne fait que 8% des émissions,
Je veux dire, s'il y a un fleuve de 100 mètres de large et qu'on met un barrage de 8 mètres de large, on ne va pas arrêter le flux du courant. Hein. Non. Et puis juste pour finir sur on va dire l'exemple en grandeur réelle de baisse des émissions de CO2, ou en tout cas de ralentissement très fort de la croissance économique. Donc l'exemple de décroissance qu'on a connu l'an dernier, il montre que, en l'état actuel des choses, c'est pas une solution pour réduire les émissions de CO2. C'est-à-dire sur l'ensemble de l'année, avec la récession qui est la plus incroyable mondiale depuis la Seconde Guerre mondiale, on a baissé de 5% les émissions de CO2 et on a retrouvé à peu près leur niveau aujourd'hui. Tout à fait. Et j'ajoute, alors là, je m'adresse plus particulièrement à la France, quand on fait le calcul avec les chiffres du GIEC. Hein. Encore, j'ai même pas parlé de mes propres chiffres basés sur le spectre infrarouge qui divisent par 2. Bon, je dirais à la limite, c'est pas ça qui est le plus gênant. En reprenant les chiffres du GIEC, la sensibilité 1,68 degrés, si on doublait, on peut calculer très simplement on parle toujours de l'empreinte carbone. Moi, je préférerais qu'on parle de l'empreinte climatique, puisque c'est la raison invoquée. Eh bien, si on fait le calcul avec les chiffres du GIEC, c'est facile, c'est une règle de 3. Hein, parce que tout ce qu'on émet ne reste pas dans l'atmosphère. On a dit qu'il y en a un tiers qui va nourrir la végétation. Ce qui reste dans l'atmosphère, c'est 44%. Eh bien, ce 44%, donc, ça représente un picodegré C de réchauffement par tonne de carbone. Alors, on n'a pas l'habitude à picodegré, hein. Les ingénieurs connaissent bien, mais c'est 2 milliardième de degré C par tonne de carbone. Donc, chacun, si sa voiture émet 100 grammes de carbone au kilomètre, c'est facile à calculer. Hein. Et j'invite tout le monde à le faire. Parce que quand on fait ça pour l'ensemble de la France, eh ben la France contribue à un 10 millième de degré par an. Un 10 millième de degré de réchauffement par an. C'est dommage d'ailleurs que dans la Convention citoyenne, on n'ait pas chiffré cela. Non pas en taux de carbone, mais en impact sur le réchauffement de la planète. Mais le problème, c'est que vous savez très bien, et on va finir là-dessus, si on chiffrait ça, on ne ferait plus rien. Ben voilà. Parce que ça semble tellement dérisoire que à quoi bon? Quelle que soit l'opinion. En reprenant les chiffres du GIEC, hein. J'insiste. Très bien. Et ben on va finir là-dessus. François Gervais, je vous remercie. Et donc je rappelle que votre dernier livre, c'est Merci au CO2, et c'est les éditions L'Artilleur. Merci. Je vous remercie de votre invitation. Au revoir. Le documentaire Chemin de France, présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin, a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France, qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes. En 4 volets, vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer. Un format d'émission libre et spontané. Nous allons vous accompagner sur les chemins de France. C'est à Bonneval que le premier épisode commence. Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans. Donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs. Une rencontre avec Franck, un artisan vannier qui nous partage sa passion pour l'art de la vannerie. Avec Emmanuel, un agriculteur et microbrasseur. Une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent, collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs. Une balade en calèche avec Patrice. Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prieuré de Marmoutier, forteresse isolée se dressant au milieu des champs de blé. Une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse terrine bonnevalaise, élaborée par la confrérie des Fêlés. Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades. Et pour finir, Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage au lait de chèvre. La série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky, le maire de la petite commune de Chapelle-Royale. Un petit village de la région Centre, aux portes du Perche, peuplé de 600 habitants. Ce maire, contre l'avis général, a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural. On m'a dit, mais Thomas, c'est pas viable, ça fonctionne depuis 10 ans. La série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir. De la terre jusqu'à l'assiette, avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Sello. C'est dans le fameux restaurant de Chartres, le Grand Monarque, que Jean-Baptiste rencontre le chef. La mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête. Dans la même journée, le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette. Visitons la ferme, visitons le potager de Diane,
du local, de la tradition, du terroir. La série Chemin de France est aussi un 4e numéro, à la rencontre d'artisans d'art. 3 découvertes, un atelier réputé pour leurs vitraux, une forge, un tailleur de pierre. Vous l'avez compris, ces épisodes sont des voyages, à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions. J'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires. Si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'Institut des Libertés, tout est disponible en VOD, en DVD, ou ça, sur vodfrance.com. Le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo. Le site est une initiative de l'association Studio Phocéen, qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel. Merci à vous et à bientôt.